C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. La manchette du Israël Hayom est ce matin très militariste, dirons-nous, mais elle n'est pas obligatoirement liée au dernier développement sécuritaire ou à l'élimination de Qassem Soleimani. Mais on peut le dire, il s'agit d'une mini-révolution dans le processus de préparation de Tsahal à la prochaine guerre. L'armée israélienne, sur ordre de son chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, a décidé de cesser les exercices militaires au niveau des brigades et de se contenter d'exercices au niveau des bataillons et des compagnies. Les manœuvres au niveau des brigades se feront uniquement sur simulateur. Sur simulateur, les partisans de ce changement d'approche affirment que ce qui était valable en 1973, c'est-à-dire à l'époque de la guerre de Kippour, ne l'est plus aujourd'hui, tandis que ceux qui critiquent cette décision affirment que cela risque de porter atteinte à la préparation des forces israéliennes sur le terrain à la prochaine guerre. Ceci suggère d'ailleurs de prendre une décision moins tranchante et de réduire de moitié le nombre de manœuvres militaires donc au niveau des brigades de l'armée israélienne. Et ce changement est annoncé alors que l'Institut des hautes études stratégiques israélien a remis hier son rapport au président de l'État Reuven Rivlin et ses prévisions pour l'année 2020. Les responsables de cet institut, dirigé par le général Amos Yadlin, y ont même inséré un ultime chapitre lié à l'élimination de Qassem Soleimani. Première conclusion, les risques de confrontations armées ont augmenté à la suite de l'augmentation de la détermination et de l'audace des Iraniens sur le plan régional et dans le dossier du nucléaire. Selon ce rapport, l'élimination de Soleimani doit conduire la défense nationale israélienne à forger une nouvelle approche stratégique et à se préparer à tous les scénarios possibles, y compris une confrontation directe entre les Iraniens et les Américains. Selon ce rapport tout de même, les Iraniens ne devraient pas réagir dans l'immédiat à l'élimination de Soleimani, mais ils pourraient attendre que la vigilance américaine et même israélienne se soit relâchée. Le rapport fait état d'une possible troisième guerre du Liban dans laquelle serait également impliquées des forces syriennes, voire irakiennes, une troisième guerre dans laquelle également le public, l'arrière israélien, pourrait être touché. Le Yediot Aharonot cite également ce matin la déclaration du commandant en chef de la région sud, le général Herzl Halevi, qui affirme qu'Israël regarde sur la touche les derniers développements concernant l'élimination de Qassem Soleimani. Nous ne sommes pas au cœur de cette affaire, a-t-il affirmé à ce propos. Et puisque nous parlons de l'Irak, le Maariv et le Haaretz mentionnent en page d'ouverture ce matin de leur site d'information le même titre et le même démenti. Selon certaines sources, les forces américaines auraient commencé à se retirer d'Irak, mais le secrétaire d'État américain à la Défense et également le chef d'état-major de l'armée américaine ont très rapidement démenti hier soir cette information. En marge, les journaux nous montrent de très impressionnantes photos des funérailles nationales de Qassem Soleimani hier à Téhéran, les plus grandes funérailles jamais organisées dans la capitale iranienne, avec entre 4 et 5 millions de personnes. Les journaux montrent également la photo d'Ali Khamenei, le leader spirituel iranien, pleurant la disparition de celui qu'il considérait comme son fils adoptif. Et Shimrit Meir, la responsable du département des affaires arabes dans le Yediot Aharonot, a écrit qu'il ne faut pas se méprendre. Ces pleurs ne sont pas un signe de faiblesse, mais dans la tradition chiite, une marque de sacrifice et de dignité. La manchette du Yediot Aharonot ce matin est tout autre. Le grand quotidien a choisi de faire un follow-up de sa convention qui s'est tenue hier et de mentionner en manchette une déclaration forte de son invité d'honneur, le président de l'État, Reuven Rivlin. J'ai été surpris de constater que M. Netanyahou avait réclamé son immunité parlementaire, a déclaré le président lors de sa conversation avec Nahum Barnea hier donc au Palais de la Nation à Jérusalem. Et une seconde déclaration qui en dit long également sur ce que pense le président du Premier ministre. Celui qui a décidé d'aller vers de troisièmes élections peut également nous diriger vers de quatrième ou même vers de cinquième élections législatives. Fin de citation. Le Yediot Aharonot continue à se faire de la publicité gratuite en première page en citant d'autres déclarations exprimées par d'autres responsables politiques hier, toujours dans le cadre de sa convention annuelle. Ainsi, Yair Lapid et Avigdor Lieberman, les deux grands prêtres, si l'on peut dire, de la laïcité israélienne, ont sous-entendu qu'ils pourraient entreprendre une démarche visant à destituer le président de la Knesset, Yuli Edelstein, si celui-ci devait continuer à bloquer la procédure de formation de la commission parlementaire de la Knesset. C'est la même habilité à débattre de l'immunité parlementaire de M. Netanyahou. Et cela nous ramène donc à la principale polémique de ces 2 derniers jours, celle autour du conseiller juridique de la Knesset, Eyal Inon, qui a estimé, sans grande
enthousiasme que l'on pouvait envisager de former cette commission en dépit du fait que la 22e Knesset ait été dissoute. Cette estimation lui en effet valu les foudres de certains députés Likoud parmi les plus proches de Binyamin Netanyahou, comme le député Miki Zohar, des députés qui se sont empressés de mettre en exergue l'un des titres du Yediot Aharonot d'hier, selon lequel l'épouse d'Eyal Inon, ou sa compagne plutôt, est une juriste du parquet impliquée directement dans la préparation des actes d'accusation contre le Premier ministre. Pour ces députés Likoud, il y a là un conflit d'intérêts entre le conseiller juridique de la Knesset ne peut émettre d'avis sur l'immunité parlementaire de M. Netanyahou. D'ailleurs, à la suite de ces révélations, Eyal Inon a annoncé qu'il ne traiterait plus d'avis ou de recommandations se rapportant à l'immunité parlementaire du Premier ministre, mais seulement de dossiers procéduriels. Ce qui ne semble pas suffire au Likoud, puisque le Maariv cite ce matin dans sa page d'ouverture une critique selon laquelle, de facto, Eyal Inon pourrait continuer à s'occuper de ce dossier. Et toujours parmi les déclarations, lors de la convention du Yediot Aharonot, le journal cite en page 5 le ministre de la Justice, Amir Ohana, qui n'hésite pas à critiquer ouvertement le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, et qualifie l'acte d'accusation qu'il a déposé contre Binyamin Netanyahou, je le cite, d'aberrant. Le Yediot Aharonot toujours se fait l'écho en première page d'une déclaration du Rishon LeZion, le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, devant les rabbins de diaspora et devant des rabbins qui doivent partir en mission à l'étranger. Le Rav Yosef a, je cite, déploré que l'État d'Israël et les instantionnistes aient fait monter en Israël des masses, je le cite là, de non-juifs de l'ex-Union soviétique. Et aujourd'hui, ceux-ci votent en faveur de partis politiques anti-religieux. Il y a ici de nombreux goïs qui nous haïssent, des communistes qui se rendent dans des monastères et que l'on a fait monter en Israël pour contrer le poids grandissant des orthodoxes, a déclaré le Rav Yitzhak Yosef, qui a critiqué les tribunaux rabbiniques ou certains tribunaux rabbiniques qui procèdent à des conversions relativement facilement, y compris certains tribunaux du grand rabbinat d'Israël, dont il est pourtant le responsable. À noter que l'un des invités de la convention annuelle du Yediot Aharonot hier était Moshe Kantor, le président du Congrès juif européen, qui a déclaré « La vie des juifs en Europe est en danger. Au quotidien, les juifs sont agressés, pas seulement en Europe, mais également aux États-Unis », a-t-il affirmé. Le président de l'agence juive, Yitzhak Herzog, qui était également présent, a annoncé dans le même forum l'ouverture d'une cellule permanente visant à donner des réponses rapides aux communautés juives de diaspora qui seraient victimes de cet antisémitisme. Et puisque nous avons parlé il y a quelques instants du grand rabbinat d'Israël, eh bien sachez que le Maariv nous rappelle que nous sommes aujourd'hui le jeûne du Ditevet qui marque le début du siège de Jérusalem avant la destruction du premier temple. Le journal explique que d'autres événements dramatiques sont commémorés à travers ce jeûne qui a débuté ce matin au lever du jour et se terminera ce soir à la tombée de la nuit, comme par exemple la mort d'Ezra, celui qui a ramené vers la terre d'Israël les exilés du premier temple, et la traduction de la Torah en grec. Mais le journal souligne également que le grand rabbinat d'Israël a choisi ce jour comme jour du grand Kaddish, du Kaddish Aklali à la mémoire des martyrs de la Shoah dont on ne connaît pas la date exacte de décès. Les quotidiens israéliens continuent à nous parler ce matin des méfaits du mauvais temps. 4 personnes ont trouvé la mort durant le week-end dernier au total en raison des intempéries et des précipitations d'une rare violence, enregistrée en particulier dans le centre du pays, dans la métropole de Tel Aviv. Outre le jeune couple qui a péri noyé dans l'ascenseur dans le quartier Atikva de Tel Aviv, 2 Israéliens, l'un juif, l'autre arabe, ont eux aussi trouvé la mort dans des circonstances semblables. Leur véhicule a été emporté par des torrents d'eau et de boue, et les journaux nous montrent et nous mettent en garde face à une nouvelle perturbation massive qui doit débuter demain, accompagnée d'averses de vents forts, avec à nouveau des risques d'inondation dans le pays. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin.